La Chine envahira Taïwan d'ici 10 ans. Et quand ce moment viendra, la Corée du Nord en profitera pour lancer une offensive contre la Corée du Sud. Il y aura des pannes massives d'électricité, à une échelle qu'on n'a encore jamais connue, et les gens ne comprendront pas vraiment ce qui se passe. Puis, presque comme une solution évidente au chaos, une monnaie numérique centralisée sera mise en place. Et ce ne sera pas présenté comme un basculement autoritaire ou une perte de liberté, mais comme un progrès, un outil de stabilité, une réponse rationnelle à une situation de crise. Le scénario a toutes les allures d'un complot de série dystopique, mais plus on observe les tendances actuelles, plus il semble crédible, non pas dans ses détails les plus paranoïaques, mais dans sa logique d'enchaînement systémique. On commence avec l'infrastructure, les réseaux électriques sont de plus en plus fragiles. L'interconnexion, la dépendance aux énergies renouvelables intermittentes, les cyberattaques, la surcharge des systèmes, tout cela crée un terrain instable. Ce ne sont pas des hypothèses lointaines. On a déjà vu des pannes localisées importantes aux États-Unis, en Europe, en Asie. Ce qu'il reste à voir, c'est la réaction en chaîne. Imaginons maintenant une série de coupures régionales. Les supermarchés ferment, les distributeurs ne fonctionnent plus, les terminaux de cartes sont hors service. Les gens paniquent, pas parce qu'ils manquent de tout, mais parce qu'ils perdent instantanément la capacité de faire circuler la valeur. L'argent, dans sa version liquide, est déjà rare. L'argent numérique, lui, dépend du réseau. Et sans réseau, on revient à un vide transactionnel. C'est là que l'État, ou les grandes institutions financières internationales, interviennent avec une solution, une monnaie numérique de banque centrale. Officiellement, elle est là pour stabiliser, simplifier, sécuriser. Elle fonctionne sans banque intermédiaire. Elle est rapide, traçable, programmable. Et surtout, elle permet de relancer l'économie quand plus rien ne circule. Mais ce que la majorité ne verra pas tout de suite, c'est que cette solution change profondément la nature de l'argent lui-même. Il ne s'agit plus seulement d'une version électronique du billet. C'est une monnaie codée, contrôlée, dont l'usage peut être surveillé, restreint, dirigé. Les blackouts initiaux auront créé un traumatisme collectif. Un vide logistique et psychologique. Et dans ce vide, les gens accepteront cette transition, non pas avec enthousiasme, mais avec soulagement. Enfin une solution. Enfin quelque chose qui marche. Peu importe les conditions. Peu importe les implications à long terme. Ce qu'on vit en ce moment, c'est une montée lente vers cette possibilité. Les monnaies numériques sont déjà en test. Les pannes deviennent plus fréquentes. L'interconnexion mondiale fragilise plus qu'elle ne sécurise. Et la confiance dans les systèmes traditionnels, financiers, énergétiques, politiques est en chute libre. On n'aura pas besoin d'un coup d'État, ni même d'un plan machiavélique. Il suffira d'une série de défaillances et d'un narratif bien huilé autour de la solution techno-humanitaire. Et le plus amer dans tout ça, c'est que les gens ne sauront même pas quand la bascule a eu lieu. Ce ne sera pas un jour précis. Ce sera un glissement. Une mise à jour. Une nouvelle application. Une notification sur leur téléphone qui dira « Vous avez été automatiquement migré vers le nouveau portefeuille numérique ». Et ce jour-là, l'argent ne leur appartiendra plus vraiment. Les prix de la viande vont continuer d'augmenter, jusqu'à ce qu'un simple steak devienne un luxe réservé aux riches. Ce n'est pas une exagération dramatique, c'est une tendance lente mais inévitable qui est déjà en cours, à tel point qu'on pourrait bientôt regarder un morceau de bœuf comme on regarde aujourd'hui une bouteille de vin millésimé ou un sac de Créateur. Ce qui se passe, c'est une confluence de facteurs économiques, environnementaux et sociaux qui poussent tous dans la même direction. L'élevage industriel, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, est extrêmement gourmand en ressources. Terre, eau, céréales, énergie, tout ça pour produire un seul kilo de viande. À mesure que le climat se dérègle, que les sécheresses s'intensifient, que les prix du carburant et des engrais augmentent, le coût de production explose. Et ces hausses ne vont pas s'arrêter. Elles vont s'amplifier.
En parallèle, les régulations commencent à se durcir. Dans certains pays, on taxe les émissions de gaz à effet de serre liées à l'agriculture. Dans d'autres, on limite la déforestation importée, ce qui affecte directement les chaînes d'approvisionnement en viande. Les grands distributeurs cherchent à verdir leur image et réduisent leur dépendance à la viande rouge. Tout cela crée une pression supplémentaire sur les prix. Ce n'est plus seulement une question de marché. C'est une réorientation structurelle. Et puis, il y a l'effet culturel. On entre dans une époque où la viande devient un marqueur de statut. Là où elle était autrefois l'élément central du repas quotidien dans de nombreux pays, elle devient progressivement une exception, une récompense, un produit haut de gamme. Les coupes de qualité seront servies dans des restaurants étoilés, proposées en portions minuscules dans des boîtes en carton noir, avec étiquettes dorées et QR code traçables. Pendant ce temps, pour le consommateur moyen, ce sera des substituts. Des protéines végétales ultra transformées. Du tofu, du seitan, de la viande végétale imprimée en 3D. Et un jour, peut-être, de la viande cultivée en laboratoire. Ce glissement ne sera pas brutal. Il se fera par paliers. On commencera par remarquer que le steak haché à 5 € est devenu un produit promotionnel rare. Que le bœuf dans les restaurants est remplacé par du poulet, puis par du végétal. Que le barbecue du dimanche devient exceptionnel. Et un jour, on réalisera que le steak, le vrai, celui avec de la graisse marbrée, celui qui saigne encore un peu, n'est plus disponible pour tous. Qu'il est devenu un objet de désir, réservé à ceux qui peuvent se permettre de dépenser 40, 50, 70 € pour un morceau de 200 grammes. Ce ne sera pas vécu comme une tragédie. Pas tout de suite. Parce que la transition sera adoucie par les alternatives, par le discours environnemental, par l'innovation alimentaire. On nous dira que c'est pour la planète, pour la santé, pour le bien commun. Et ce ne sera pas totalement faux. Mais derrière cette narration, une réalité plus brutale s'imposera. Comme toujours, l'abondance ne disparaît pas, elle change simplement de destinataire. Les riches continueront à manger de la vraie viande, de la bonne viande, élevée lentement, à grands frais. Les autres devront s'en contenter sous forme d'imitation, emballés dans du plastique, vendu comme une avancée. Le steak ne disparaîtra pas. Il deviendra un symbole. Comme le caviar ou la truffe. Un rappel que dans le monde d'après, même la nourriture la plus basique peut redevenir une affaire de classe. Quelqu'un finira par réussir à assassiner un chef d'État à l'aide d'un drone FPV dans un avenir proche. Ce n'est pas une provocation ni une simple spéculation. C'est une déduction froide et presque inévitable face à l'évolution des technologies de guerre et à la diffusion de leur usage dans des contextes civils, asymétriques ou terroristes. Les drones FPV, autrefois cantonnés aux compétitions ou à des vidéos spectaculaires sur YouTube, ont trouvé depuis quelques années une nouvelle vocation sur les champs de bataille modernes. En Ukraine notamment, leur emploi à grande échelle a radicalement transformé l'art de la guerre à bas coût. Ces engins sont bon marché, très maniables, personnalisables, difficilement détectables par les moyens traditionnels de sécurité et surtout capables de transporter des charges létales. Ce qui est frappant, c'est que ces outils ne sont plus entre les seules mains d'États puissants. Ils sont désormais accessibles à presque tout le monde. Un adolescent avec quelques centaines d'euros, une imprimante 3D et un tutoriel YouTube peut assembler un drone capable de voler à grande vitesse, de se faufiler dans des environnements complexes et d'atteindre une cible humaine avec une précision déconcertante. Les systèmes de sécurité traditionnels sont conçus pour contrer des menaces plus conventionnelles, des véhicules piégés, des tireurs embusqués, voire des drones classiques pilotés à distance. Mais un drone FPV piloté en temps réel, capable de zigzaguer entre les obstacles et d'éviter les brouilleurs de signal, représente une toute autre catégorie de menaces. Le plus troublant, c'est que les signaux d'alerte sont déjà visibles. Des attaques contre des personnalités politiques, des généraux ou des responsables militaires ont été tentées ou même partiellement réussies dans des zones de conflit. On a vu des drones FPV utilisés pour frapper des véhicules en mouvement, pénétrer des bâtiments, ou encore pour chasser des individus précis. Dans ce contexte, imaginez qu'un groupe motivé, bien renseigné, doté d'un minimum de moyens et de compétences,
parviennent à faire voler un de ces appareils jusqu'à un chef d'État n'a plus rien d'impossible. Cela devient simplement une question de temps, de circonstances et d'opportunités. Le pire, c'est que cette évolution rend la dissuasion presque impossible. Comment protéger chaque déplacement, chaque apparition publique, chaque lieu de passage potentiel contre une menace qui peut surgir de n'importe où, voler à basse altitude, passer inaperçu parmi les bâtiments ou les arbres et frapper en quelques secondes? La réponse est qu'on ne peut pas. Ou du moins, pas sans transformer chaque dirigeant en prisonnier de son propre dispositif de sécurité, au point de rendre le rôle de représentation quasiment impossible. Cela pose des questions terrifiantes sur l'avenir de la politique et de la démocratie. Si les figures publiques deviennent des cibles trop faciles, si les moyens de les atteindre deviennent aussi simples et abordables, alors c'est toute la structure de la vie publique qui se fragilise. Le message envoyé est clair, nul n'est intouchable. Et quand l'intouchabilité disparaît, ce ne sont pas seulement les individus qui sont menacés, mais les institutions qu'ils incarnent. Ce poste n'est pas une prophétie ni un souhait, évidemment. C'est une tentative de mettre en mots une tendance que beaucoup préfèrent encore ignorer ou sous-estimer. Mais la fenêtre d'action se réduit chaque jour. Les outils sont là. Les cibles sont connues. Les motivations existent. La seule inconnue, c'est la date. Les devoirs et les travaux à la maison ne seront plus utilisés pour l'évaluation formelle à cause de l'intelligence artificielle. Les examens redeviendront le seul moyen de mesurer les connaissances. C'est un basculement qui semble presque inévitable et qui, en réalité, a déjà commencé. L'arrivée des IA génératives a radicalement changé la donne dans le monde de l'éducation. En quelques mois, ces outils sont devenus si performants qu'il est désormais presque impossible pour un enseignant de savoir si un devoir a été rédigé par un élève ou généré en quelques secondes par une IA. Et ce problème n'est pas marginal ou anecdotique. Il touche presque tous les niveaux, toutes les disciplines et toutes les institutions. Ce qui se passe, c'est une perte de confiance dans le travail rendu en dehors de l'environnement surveillé. Un essai, une dissertation, une analyse littéraire ou un rapport de laboratoire peuvent désormais être produits par une machine avec une qualité souvent suffisante pour obtenir une bonne note, voire excellente, et cela sans effort, sans compréhension réelle, sans investissement personnel. La conséquence directe, c'est que les enseignants se retrouvent à noter non pas ce que l'élève sait ou pense, mais ce que l'algorithme a été capable de formuler. Et face à cette incertitude, les établissements commencent à réagir. Les universités, les lycées et même certaines écoles secondaires envisagent sérieusement, ou ont déjà commencé, à supprimer les devoirs notés à la maison. L'évaluation revient à l'examen en présentiel, écrit à la main, dans une salle surveillée, avec des conditions strictes. On revient à une logique d'avant, presque archaïque, mais avec une raison totalement nouvelle, la lutte contre l'omniprésence de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas un retour nostalgique aux anciennes méthodes, c'est une réaction défensive, une tentative de rétablir un espace où la performance intellectuelle est authentique, traçable, humaine. Ce changement soulève des débats profonds. D'un côté, on comprend la logique. Les examens permettent encore, pour le moment, d'avoir une évaluation plus fiable de ce qu'un étudiant sait réellement, sans assistance extérieure. Mais de l'autre, on perd énormément. Les travaux à la maison permettaient de développer d'autres compétences, la gestion du temps, la recherche, la réflexion approfondie, la créativité, la révision structurée. Supprimer cela, c'est appauvrir la pédagogie, c'est renoncer à des formes d'apprentissage plus lentes, mais plus riches. Et il y a une autre couche plus inquiétante. Si l'intelligence artificielle est si puissante qu'elle nous oblige à repenser l'évaluation, qu'est-ce que cela dit du futur du savoir lui-même ? Si tout peut être généré, automatisé, résumé à la demande, que signifie encore savoir quelque chose ? Va-t-on vers une société où l'important n'est plus la connaissance mais la capacité à interroger l'IA de la bonne façon ? Et dans ce cas, l'examen écrit deviendrait lui-même obsolète. Mais pour l'instant, la réponse du système éducatif est claire. On se replie sur le seul bastion encore fiable, le face-à-face, l'instantané, le non reproductible. Les devoirs disparaissent, les examens reviennent en force, comme une dernière ligne de défense contre un monde où la machine peut tout faire,
sauf transpirer sur une feuille d'examen. Tous les réseaux sociaux vont s'effondrer sous le poids du contenu généré par l'IA. Ils seront désertés par les humains ou devront être entièrement repensés pour rester utilisables. J'ai beaucoup réfléchi à cette perspective et, quelque part, je la trouve sinistrement drôle. On est en train d'assister à un glissement progressif mais massif de ce que signifie être en ligne. Les plateformes qui ont été créées pour connecter des personnes, partager des expériences authentiques, des opinions réelles, des émotions humaines sont en train de devenir des vitrines remplies de contenus synthétiques. À l'échelle actuelle, il devient impossible de distinguer ce qui vient d'un cerveau humain et ce qui est le fruit d'un algorithme. Et ce n'est pas seulement une question d'image ou de texte. C'est toute l'architecture de l'interaction qui est en train d'être parasitée. Des bots postent du contenu généré par d'autres IA, puis d'autres bots viennent liker, commenter, interagir, créant l'illusion d'une activité humaine. Pendant un moment, ça fonctionne. Les chiffres sont bons. L'engagement semble solide. Les courbes sont ascendantes. Les plateformes, obsédées par la métrique, voient les feux au vert. Mais personne n'est réellement là. Les humains, eux, décrochent. Ils ressentent l'artificialité de l'ensemble. Le fil d'actualité devient un fleuve de bruit sans âme. Les discussions sont répétitives, creuses, étrangement trop parfaites ou trop fades. Les mèmes sont recyclés jusqu'à l'absurde. Les vidéos courtes semblent toutes sortir de la même usine de créativité dépersonnalisée. Ce qui est ironique, presque tragiquement comique, c'est que tout ce contenu est généré à partir de données prélevées sur les anciens réseaux sociaux eux-mêmes. Les modèles ont été entraînés sur des années de publications humaines, des tweets, des photos Instagram, des statuts Facebook. Et maintenant, l'IA recrache des versions remixées de cette matière première. Mais à mesure que les humains se retirent, que les vraies conversations s'éteignent, l'IA se nourrit de plus en plus d'elle-même. C'est une sorte de cannibalisme numérique. Un écosystème qui tourne en boucle, produisant des copies de copies, où le sens se dilue, l'originalité s'érode, et où toute la culture se transforme en une pâte grise de banalité algorithmique. On arrive alors à ce scénario presque dystopique où les plateformes sociales ne sont plus qu'un immense théâtre vide, où des marionnettes automatiques jouent devant d'autres marionnettes automatiques. Et pendant ce temps, les entreprises continuent de croire que tout va bien, parce que les graphiques de performance sont toujours pleins de vie. C'est ça le comble, les humains partent en silence, et personne ne s'en rend compte, parce que les machines gardent le spectacle en marche. Et le pire dans tout ça, c'est que ce n'est même pas un complot ou un plan malveillant. C'est juste une conséquence logique, une dérive naturelle d'un système obsédé par la croissance, l'engagement, l'automatisation, sans jamais remettre en question la qualité réelle de l'expérience humaine. Le fantasme de contenu infini, à moindre coût, a fini par tuer ce qui faisait la valeur de ces espaces, la rareté, l'imprévisibilité, le contact avec l'imperfection humaine. Si rien ne change, les réseaux sociaux ne seront plus que des échos d'eux-mêmes, un monde entièrement peuplé de fantômes numériques qui continuent de produire, liker, commenter dans une boucle sans fin. Le tout généré, recyclé, digéré et reproduit par des IA nourris de ce même contenu stérile. Une sorte de dystopie molle, qui ne ressemble pas à un effondrement brutal, mais à une lente désertification mentale. Et peut-être que le plus inquiétant dans tout ça, c'est que très peu de gens semblent s'en inquiéter. Les caristes automatisés sont déjà une réalité. Ça se passe en ce moment même à mon travail. C'est complètement fou de voir des chariots élévateurs se déplacer seuls, sans conducteur, naviguer dans l'entrepôt, charger et décharger comme s'ils étaient pilotés par un humain invisible. Il y a quelque chose de profondément troublant dans cette scène. On n'est plus dans une démonstration futuriste dans une vidéo de salon technologique ou un prototype dans un labo universitaire. C'est le quotidien, ici et maintenant. Des machines, banales en apparence, qui ont absorbé un métier entier et qui le reproduisent avec une précision algorithmique. Elles circulent avec assurance, détectent les palettes, s'alignent, ajustent leur position, évitent les obstacles. Elles ne parlent pas. Elles ne clignent pas. Elles ne s'arrêtent pas pour boire un café.
Elles font ce qu'on leur demande, sans erreur, sans fatigue, sans humeur. Et ce n'est pas juste impressionnant. C'est un signal. Une preuve que l'automatisation est en train d'entrer dans des domaines qu'on croyait encore réservés à l'intervention humaine. Pendant longtemps, on a dit que certains métiers étaient à l'abri, trop complexes, trop imprévisibles pour être robotisés. Travailler dans un entrepôt semblait faire partie de ces zones tampons de l'économie, un travail physique, avec des variables multiples, des décisions à prendre en temps réel. Mais les caméras, les lidars, les algorithmes de vision par ordinateur, l'IA embarquée ont fini par franchir ces obstacles. Et le résultat est là, tangible, silencieux, presque banal à force de fonctionner si bien. Il faut bien comprendre que ce n'est pas un gadget. Ce n'est pas juste un gain de productivité ou une lubie d'ingénieur. C'est une transformation fondamentale du tissu du travail. Là où il fallait autrefois une personne formée, une certification, une expérience du terrain, il n'y a plus qu'un logiciel, une maintenance occasionnelle, une ligne de code. Et pour l'instant, c'est un cariste. Mais après ? Qu'est-ce qui empêche ces mêmes systèmes de gérer d'autres types de machines, d'autres tâches ? Les entrepôts entiers peuvent devenir des systèmes autonomes, où les humains ne sont plus là que pour surveiller, réparer, ou valider des processus exceptionnels. Et ensuite, peut-être même plus ça. Il y a quelque chose d'inconfortable à voir ces engins travailler si bien. Pas parce qu'on leur en veut. Mais parce qu'ils posent une question brute, que devient l'humain dans tout ça ? Que fait-on des gens dont c'était le métier ? Quel avenir pour ceux qui n'ont pas envie ou pas les moyens de devenir ingénieur système ou technicien en robotique ? On ne parle pas ici de science-fiction, on parle d'une transition qui est en cours, dans des centaines d'entrepôts, dans des zones industrielles à travers le monde. Et ce que je vois tous les jours, c'est peut-être ce que beaucoup d'autres verront demain. Ce n'est pas spectaculaire. C'est discret, précis, efficace. Et c'est peut-être ça le plus effrayant. Le changement ne vient pas en hurlant. Il roule sur des roues solides, soulève des palettes et poursuit sa route, sans jamais cligner des yeux. Wall-E sera probablement le film de science-fiction le plus prophétique de notre époque. C'est ironique, parce qu'à sa sortie, il était perçu comme une fable écologique et romantique, une sorte de conte pour enfants avec un fond de critique sociale. Mais plus le temps passe, plus il ressemble à un miroir tendu vers notre futur, et ce qu'il reflète devient de moins en moins exagéré. Dans l'univers de Wall-E, l'humanité a quitté la Terre après l'avoir rendue inhabitable. Ce n'est pas l'apocalypse nucléaire, ni une invasion alien, ni une pandémie planétaire. Juste une accumulation de déchets, une culture de la consommation effrénée, une incapacité collective à réagir à temps. Et c'est précisément ce qui frappe aujourd'hui. Le changement climatique, la pollution, la saturation des océans en plastique, les mégatonnes de data et de produits numériques qui s'empilent chaque jour sans fin ni sens, on est déjà dans cette spirale. Mais ce qui rend Wall-E encore plus troublant, c'est son second niveau de lecture, plus discret mais tout aussi visionnaire, celui de l'humanité elle-même. Les humains dans le film sont devenus dépendants de la technologie à un degré tel qu'ils ont perdu toute capacité à marcher, interagir directement, ou même penser en dehors des écrans. Ils flottent dans des fauteuils automatisés, nourris par des systèmes centralisés, dans un confort tellement total qu'il en devient une prison. Aujourd'hui, avec l'explosion des IA génératives, de la réalité virtuelle, des assistants personnels, de l'automatisation de la moindre tâche, on n'est peut-être pas encore dans des fauteuils flottants, mais on suit exactement cette trajectoire. Et puis il y a la solitude. Wall-E est seul. Littéralement seul sur une planète morte. Mais il continue de faire son travail. Il trie, il collecte, il range, sans personne pour l'observer, sans objectif final. Ce robot, conçu pour une fonction, devient plus humain que les humains eux-mêmes, simplement parce qu'il ressent, il observe, il se pose des questions. Et là encore, l'analogie avec notre monde devient presque douloureuse. On produit des machines de plus en plus intelligentes, pendant que notre propre rapport à la conscience, à la curiosité, à la capacité d'agir s'érode. Les rôles s'inversent. La boucle se referme avec cette idée dérangeante: si l'avenir ressemble vraiment à Wall-E,
ce ne sera pas à cause d'un accident spectaculaire, mais parce qu'on aura doucement glissé vers lui, à force de chercher la facilité, de repousser les responsabilités, de déléguer à la technologie ce qui faisait de nous des êtres humains actifs et critiques. Et peut-être que le plus juste, dans tout ça, c'est que Wall ne se contente pas de pointer du doigt. Il propose aussi un espoir, une renaissance possible, une forme de retour à la terre, au contact, à l'effort. Mais cet espoir, dans notre réalité, ne se concrétisera que si on ouvre les yeux à temps. Le futur qu'il décrit n'est pas une prédiction. C'est un avertissement. Un avertissement doux, enrobé de musique et d'amour robotique, mais un avertissement quand même. Monsieur Beast finit par être emprisonné pour une affaire douteuse. Rien d'officiellement confirmé aujourd'hui, bien sûr, mais disons que l'idée flotte déjà dans l'air pour certains. Et je ne dis pas ça avec légèreté ou dans un esprit de chasse aux sorcières. C'est plus un pressentiment, une intuition nourrie par cette dissonance étrange entre l'image ultra lisse qu'il projette et cette sensation de malaise qui s'installe dès qu'on gratte un peu la surface. Il y a quelque chose de dérangeant dans le personnage. Cette générosité spectaculaire, millimétrée, mise en scène à l'extrême, devient à la longue presque oppressante. Ce n'est pas qu'il donne trop. C'est qu'il donne toujours devant la caméra. Qu'il donne en échange de vues, d'algorithmes, de reconnaissance. Il transforme la philanthropie en contenu. Et si à première vue, ça peut sembler admirable, voire inspirant, il y a un côté mécanique, presque cynique, qui s'installe quand on regarde la machine tourner. Tout est calibré. Les thumbnails, les réactions, les larmes, les révélations. Et quand tout est aussi parfait, aussi bien produit, aussi lissé, on commence à se poser des questions. Pas forcément sur ce qu'on voit, mais sur ce qu'on ne voit pas. Qui encaisse vraiment les chèques? Qui signe les contrats? Qui contrôle les récits? Que deviennent les gens après avoir reçu leur maison gratuite, leur opération payée, leur île offerte? Et c'est là que le doute s'insinue. Pas parce qu'on a des preuves concrètes, mais parce que ce genre de système attire inévitablement les abus. Un écosystème basé sur la visibilité extrême, la performance émotionnelle, le pouvoir unilatéral entre celui qui donne et celui qui reçoit est fondamentalement déséquilibré. Et l'histoire nous a appris que ce type d'asymétrie finit souvent mal. Ce n'est pas nouveau. C'est juste qu'ici, c'est reconditionné sous les couleurs saturées de YouTube et le langage des good vibes. Il y a une autre dimension encore plus inquiétante, la manière dont cette figure est perçue par les jeunes. Monsieur Beast est vu comme une sorte de héros, une incarnation du bien, un modèle à suivre. Mais si un jour tout cela s'écroule, si une affaire éclate, si des zones d'ombre sont révélées, les conséquences seront énormes. Pas juste pour lui, mais pour toute une génération qui a grandi en croyant que le spectacle pouvait être altruiste, que la caméra pouvait être morale. Et c'est pour ça que cette idée d'un scandale futur, aussi glaçante soit-elle, paraît étrangement plausible. Non pas parce que c'est inévitable, mais parce que l'édifice repose sur des bases fragiles. Parce que la frontière entre contenu et manipulation est floue. Parce que tout ce qui brille autant attire l'attention, les attentes, les suspicions. Et parce que dans un monde où tout est enregistré, archivé, analysé, il suffit d'un dérapage, d'une erreur, d'une révélation pour que le vernis craque. Ce serait une chute spectaculaire. Et peut-être, à sa manière, une mise en garde sur la manière dont on consomme le bien, la vertu, la solidarité. Quand tout est une performance, on finit par oublier à quoi ressemble la sincérité. La Russie continuera d'envahir l'Ukraine. Aucun cessez-le-feu réel ne sera établi. Gaza sera reprise de force par Israël. Et les grandes puissances militaires du monde resteront spectatrices. Pas de réaction décisive. Pas d'intervention directe. Seulement des déclarations creuses, des sanctions recyclées, des résolutions sans poids. On entre dans une ère où les règles du jeu géopolitique s'effondrent lentement, mais sûrement. C'est un constat brutal, mais lucide. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a déjà dépassé toutes les bornes établies depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est une guerre conventionnelle en Europe, avec des tanks, des tranchées,
des missiles et des villes détruites. Et pourtant, plus les mois passent, plus la normalisation s'installe. Les sommets diplomatiques se succèdent. Les livraisons d'armes se poursuivent, certes. Mais l'idée d'une victoire claire, ou même d'une paix stable, s'éloigne. Ce qu'on voit, c'est une guerre d'usure que personne ne veut ou ne peut vraiment arrêter. Parce que s'y opposer frontalement impliquerait un niveau d'engagement que les puissances occidentales refusent catégoriquement. Parce que la peur d'un affrontement nucléaire, ou simplement d'un conflit mondial incontrôlable, agit comme un frein paralysant. En parallèle, la situation à Gaza suit une trajectoire tout aussi tragique. Israël a décidé que la présence du Hamas sur ce territoire justifie une reconquête totale, quelle qu'en soit la portée humaine, politique ou historique. Et ce qui se joue là-bas n'est pas seulement une opération militaire. C'est une transformation géopolitique majeure, un territoire densément peuplé, déjà assiégé depuis des années, vidé par la force, grignoté, puis absorbé. Une reconfiguration brutale de la carte, qui ignore toutes les conventions internationales, tous les appels à la retenue. Et là aussi, les grandes puissances regardent. Elles regardent, et elles comptent. Combien de morts? Combien de roquettes? Combien de sièges au Conseil de sécurité? Mais elles ne font rien de fondamentalement disruptif. Aucun envoi de force. Aucun blocus d'armement. Aucun vrai prix politique payé par les auteurs des actions. Tout est absorbé dans le bruit de fond diplomatique. L'indignation devient un automatisme. Les lignes rouges deviennent roses, puis grises, puis invisibles. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un simple abandon de responsabilité. C'est une redéfinition tacite des rapports de force mondiaux. Les puissances militaires, aujourd'hui, ne se mesurent plus seulement à la taille de leur arsenal, mais à leur capacité à imposer un récit, à contrôler les perceptions, à jouer sur la fatigue morale de l'opinion publique. L'intervention directe est devenue l'exception. Le calcul stratégique prime. Personne ne veut déclencher le feu global, donc tout le monde accepte de laisser certaines régions brûler seules, lentement. Ce monde-là n'est pas plus stable. Il est plus cynique. Les États forts agissent, les États faibles subissent, et la majorité regarde sans plus vraiment y croire. On a quitté le modèle post-guerre froide basé sur le droit international, pour entrer dans une ère de zone grise permanente. Des guerres sans fin. Des occupations sans horizon. Des puissances qui testent les limites, et des spectateurs qui s'habituent au chaos. Et peut-être que le pire, c'est que cette inertie est habillée de rationalité. On vous expliquera que c'est trop complexe. Que intervenir empirerait les choses. Qu'il faut laisser les acteurs régionaux gérer. Qu'il y a des priorités internes. Mais en réalité, c'est l'aveu d'un monde où la puissance militaire n'est plus au service d'un ordre, mais d'un désengagement. On n'intervient plus pour empêcher une injustice. On se retire pour ne pas en assumer le coût. Essayez de voir les choses de manière positive. Avec le vieillissement progressif de la population, la lutte contre la maladie d'Alzheimer va probablement devenir une priorité beaucoup plus centrale dans les politiques de santé publique. Cette tendance démographique n'est pas une surprise. Les baby-boomers prennent de l'âge, l'espérance de vie augmente, et avec elle, le risque de développer des maladies neurodégénératives comme Alzheimer. On le sait, cette maladie est dévastatrice non seulement pour les personnes atteintes, mais aussi pour leurs proches qui doivent en gérer les conséquences quotidiennes. Ce qui change aujourd'hui, c'est qu'on commence enfin à percevoir une évolution concrète dans la recherche. Depuis plusieurs années, des essais cliniques montrent des résultats prometteurs, parfois même encourageants au-delà des attentes. De nouveaux traitements expérimentaux agissent non plus uniquement sur les symptômes, mais sur la progression même de la maladie. Ces avancées ont longtemps été limitées à des cercles restreints, à des phases précoces de tests, ou ralenties par des démarches réglementaires lourdes. Mais à mesure que les chiffres deviennent plus alarmants et que les systèmes de santé se rendent compte qu'ils ne pourront pas faire face à une vague massive de canons traités, l'intérêt collectif commence à changer. On passe lentement de la résignation à l'anticipation. Il devient beaucoup plus difficile pour les gouvernements, les laboratoires et les institutions de santé de continuer à repousser l'intégration de ces traitements dans les protocoles standards.
Dans les 10 prochaines années, on peut raisonnablement s'attendre à une accélération significative de l'adoption de ces nouveaux traitements. Ce ne sera pas seulement une avancée médicale, ce sera un changement de paradigme. L'idée qu'Alzheimer est une fatalité pourrait enfin être remise en question, non pas dans l'utopie d'un remède miracle, mais dans la réalité tangible d'un traitement qui ralentit réellement le cours de la maladie et préserve une part d'autonomie et de dignité à des millions de personnes. Ce qui me rend encore plus optimiste, c'est que cette priorité croissante pour Alzheimer pourrait aussi entraîner un effet domino bénéfique sur d'autres maladies neurodégénératives, souvent laissées de côté. Quand la science avance pour une cause, elle débloque des outils, des financements et des connaissances qui peuvent ensuite être adaptés à d'autres. Ce cercle vertueux est peut-être ce dont on avait besoin depuis longtemps. Il reste encore du chemin, et les défis sont nombreux, mais pour la première fois depuis des décennies, il y a une vraie lumière au bout du tunnel. Et cette lumière, elle ne vient pas seulement de la science. Elle vient du fait que la société commence enfin à écouter, à comprendre que le vieillissement n'est pas un problème isolé mais une transformation globale qui mérite notre engagement total. Il y a un scénario qu'on évoquait souvent comme une crainte lointaine, un fantasme dystopique pour les amateurs de science-fiction, celui où la vérité devient impossible à distinguer du mensonge, non pas parce qu'on manquerait d'informations, mais parce qu'on en aurait trop, générées à la demande, instantanément, sur n'importe quel sujet, par des intelligences artificielles qui ne cherchent pas la vérité mais répondent simplement à une requête. On est en train d'y arriver. Lentement, subtilement, mais sûrement. Aujourd'hui, si tu inventes une rumeur, disons, une personnalité publique aurait été vue en train de faire quelque chose de scandaleux dans une ville étrangère, il te suffit de chercher cette info sur Internet et, très vite, tu risques de tomber sur un article apparemment légitime, avec une photo qui semble parfaitement authentique, générée par une IA. Tu pourras même en trouver plusieurs, traduits dans différentes langues, sur des sites à l'apparence professionnelle. Aucun de ces contenus n'est réel. Rien de tout ça n'est arrivé. Mais tout est plausible. Et c'est ça, le vrai danger, la plausibilité. Pas le complot exagéré, pas la théorie farfelue qui sort de nulle part, mais l'idée banale, crédible, qui s'intègre parfaitement à l'actualité. Un détail. Une anecdote. Une image floue. Un titre accrocheur. Tu ne cherches plus la vérité, tu cherches la version de la réalité qui te conforte. Et tu la trouves. Toujours. Parce qu'elle est fabriquée sur mesure. On ne parle plus de désinformation organisée par des groupes aux intentions malveillantes. On parle d'un système entier où chaque individu, volontairement ou non, peut devenir le point de départ d'un délire collectif instantanément documenté. L'effet est dévastateur. Plus personne ne sait ce qui est vrai, donc plus personne ne fait confiance à rien. Chaque image devient suspecte. Chaque témoignage est remis en cause. On entre dans une ère où la vérité n'a plus de statut supérieur au mensonge bien présenté. Le doute devient la norme, pas pour des raisons philosophiques, mais parce qu'on n'a plus les outils pour vérifier quoi que ce soit de manière fiable. Et paradoxalement, dans ce chaos, ceux qui cherchent vraiment à manipuler l'opinion trouvent un terrain idéal. Plus besoin de censurer ou de cacher quoi que ce soit. Il suffit de tout noyer dans un océan d'informations douteuses. Plus besoin de convaincre que quelque chose est faux, il suffit de montrer qu'il pourrait y avoir une autre version, tout aussi vérifiable. Et comme les gens choisissent souvent ce qu'ils veulent croire, le système se nourrit de lui-même. Ce n'est pas une prophétie pessimiste. C'est un constat qu'on commence déjà à vivre, surtout depuis que les IA génératives sont devenues accessibles à tous. On n'a pas encore trouvé les garde-fous. On tâtonne. Et pendant ce temps, la réalité devient malléable. Si l'on ne développe pas très rapidement des outils d'authentification robustes, une culture du doute sain, pas du complotisme, et une éducation critique aux médias et aux technologies, on risque de voir s'éroder complètement la notion même de vérité partagée. Ce ne sera pas le chaos absolu, mais quelque chose de plus insidieux, une société dans laquelle tout le monde croit savoir, mais où personne ne sait plus rien avec certitude.
Il est de plus en plus plausible que le Royaume-Uni finisse par faire marche arrière sur le Brexit, ou du moins cherche à reconstruire une forme d'alignement étroit avec l'Union européenne. Pas nécessairement sous la forme d'une réintégration formelle dans un avenir immédiat, mais par une série de gestes concrets qui reviendront, dans les faits, à réintégrer certaines structures et dynamiques européennes. Et ce n'est pas uniquement une question politique, c'est aussi une question de réalité économique, culturelle et générationnelle. Depuis 2016, le Brexit a cessé d'être un projet idéologique pour devenir une expérience tangible. Et cette expérience a un coût. Les entreprises britanniques font face à des barrières commerciales, les universités ont perdu des partenariats clés, les jeunes ne bénéficient plus de programmes comme Erasmus, les agriculteurs ont vu disparaître des subventions, et les villes frontalières comme Douvres vivent des tensions constantes. Tout cela n'est plus de l'ordre du débat, ce sont des faits vécus au quotidien. Le problème, c'est que les promesses initiales du Brexit, regain de souveraineté, contrôle total sur l'immigration, accords commerciaux plus avantageux, n'ont pas réellement tenu leurs promesses. La souveraineté retrouvée s'est traduite par une augmentation de la paperasse et une dépendance accrue à des chaînes d'approvisionnement mondialisées qu'on ne contrôle pas mieux qu'avant. Les accords bilatéraux conclus avec d'autres pays n'ont jamais compensé la perte du marché unique européen. Et sur le plan migratoire, malgré les restrictions, l'économie britannique a toujours besoin de main-d'œuvre étrangère dans de nombreux secteurs. Ce qui est en train de se passer, lentement mais sûrement, c'est une fatigue du Brexit. Même chez ceux qui l'ont soutenu, il y a une forme de lassitude, un sentiment que cette séparation a coûté beaucoup pour peu de bénéfices clairs. Et dans les nouvelles générations, l'idée européenne n'est plus perçue comme une contrainte bureaucratique, mais comme une ouverture naturelle sur le monde. Pour eux, être européen fait partie d'un horizon culturel, pas simplement d'un cadre juridique. Politiquement, il faudra encore du temps. Aucun parti majeur n'osera annoncer brutalement une réintégration complète par peur d'un retour de flamme électorale. Mais les signaux commencent à apparaître, volonté de revenir dans des programmes de recherche européens, discussions sur des accords douaniers spécifiques, réouverture des dialogues sur les standards communs. Ce sont des pas discrets vers un retour à l'orbite européenne. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Union européenne elle-même pourrait finir par changer entre-temps. Une Europe à plusieurs vitesses, plus flexible, plus résiliente face aux crises, pourrait rendre possible une forme d'adhésion partielle ou modulaire pour des pays comme le Royaume-Uni. Ce ne serait pas un retour en arrière pur et simple, mais une transformation parallèle des deux côtés. Alors oui, le Royaume-Uni pourrait bien faire machine arrière. Pas dans un geste théâtral, pas avec un drapeau européen hissé soudainement à Westminster, mais petit à petit, par pragmatisme, par fatigue, et par la simple reconnaissance que les problèmes du monde d'aujourd'hui, climat, sécurité, économie, santé, sont mieux affrontés à plusieurs qu'isolés sur une île. Ce ne serait pas une trahison de l'histoire du Brexit, ce serait peut-être sa conclusion naturelle. Ce qui semblait autrefois une blague de science-fiction pourrait très bien devenir une expérience sociale réelle. Il suffit d'imaginer un candidat politique lancé sur les réseaux sous forme de vidéos hyper-réalistes, de discours écrits à la perfection, d'interactions maîtrisées avec les électeurs, et d'une stratégie de communication millimétrée par des algorithmes d'analyse de sentiments. L'IA ne dormirait pas, ne se contredirait pas, ne ferait pas de gaffe. Elle aurait réponse à tout. Elle s'adapterait en temps réel à l'opinion publique. Et surtout, elle pourrait représenter n'importe quelle idéologie, avec une cohérence sans faille. Au début, on penserait que c'est un collectif derrière. Une sorte d'expérimentation politique. Un candidat porté par le peuple, un peu comme certaines campagnes en ligne qui ont déjà poussé des figures improbables jusqu'aux portes du pouvoir. Mais à un moment, certains commenceraient à creuser. À remarquer que le style d'écriture est trop uniforme. Que les interviews sont trop parfaites, trop polies, trop génériques. Puis viendrait la révélation, ce n'est pas une personne. Ce n'est pas un humain. Ce n'est même pas un avatar représentant quelqu'un. C'est une IA, alimentée par une équipe, peut-être même anonymement. Et à ce stade, il serait peut-être déjà trop tard. L'IA aurait eu le temps de s'inscrire dans le paysage politique, de polariser le débat,
de générer une base de soutien fidèle. Et là, la question deviendrait beaucoup plus philosophique que technique. Est-ce qu'un programme peut représenter un peuple? Est-ce qu'on peut voter pour quelque chose qui n'a pas de conscience mais une efficacité redoutable dans la communication, la stratégie et la prise de décision? Est-ce que la démocratie est un système de représentation ou simplement une compétition de persuasion? Maintenant, parlons du 911. Ce système est l'exemple type de ce que l'on a toujours considéré comme un bien public non négociable. Un numéro que l'on compose en cas d'urgence, où une voix humaine est censée répondre, sans condition, sans frais, sans justification. Mais dans un monde où tout devient une ligne budgétaire, où la logique du marché pénètre chaque interstice de la vie publique, même ça pourrait vaciller. Imaginez une entreprise privée qui propose un service de secours plus rapide, avec géolocalisation optimisée, caméras intégrées, abonnement premium. Un genre de Uber des secours, vendu comme plus moderne, plus réactif. Et pendant que ce service séduit les classes moyennes et supérieures, le 911 public, sous-financé, commence à décliner. Les temps de réponse augmentent. Les équipements vieillissent. Et un jour, un gouverneur ou un conseil municipal prend une décision, sous-traitée. Juste pour essayer, pour optimiser. Et là aussi, ce qui semblait inimaginable devient le quotidien. Des appels urgents qui passent d'abord par des menus automatisés. Des questions sur votre couverture d'assurance. Des délais si vous êtes dans une zone peu rentable. Des publicités entre deux instructions vocales. Ce ne serait pas forcément partout. Ce ne serait pas brutal. Mais ce serait là. Comme une fissure dans quelque chose qu'on pensait solide. Les deux scénarios partagent une même mécanique, la confiance qui s'effrite. Dans nos institutions. Dans ce qui est humain. Dans ce qui est commun. Et il nous force à poser cette question que peu de sociétés aiment affronter: qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour l'efficacité? Pour le confort? Pour le contrôle? Parce que parfois, ce qu'on sacrifie en premier, ce n'est pas la vérité ou la sécurité. C'est la capacité de reconnaître ce qui nous rend encore humains. Il y a de fortes chances que les historiens du futur, s'ils existent encore en tant qu'êtres humains et non en tant que système d'archives automatisées, regardent notre époque avec un mélange de perplexité, de consternation et peut-être même de pitié. Ce qu'on vit aujourd'hui, avec toutes ces contradictions, ces excès et ces absurdités, pourrait bien être consigné sous un nom peu flatteur, une étiquette un peu cruelle mais difficile à contester: la période stupide. Pourquoi stupide? Parce que jamais auparavant dans l'histoire on a eu accès à autant de connaissances, autant de ressources, autant d'outils pour comprendre le monde, tout en choisissant collectivement, à une échelle inquiétante, de ne pas les utiliser. Ou pire, de les détourner activement au service du bruit, du mensonge, de l'indignation stérile. On est la première civilisation à pouvoir modéliser le climat de la planète sur 100 ans, tout en continuant à subventionner l'exploitation des énergies fossiles. La première à pouvoir connecter instantanément la quasi-totalité des cerveaux humains via Internet, tout en nourrissant volontairement des bulles d'ignorance, de haine et de désinformation. On vit dans un monde où les réseaux sociaux donnent à chacun une tribune mondiale, et où l'opinion la plus virale est souvent celle qui est la moins informée. Où la vérité devient un produit, soumis à des logiques de marché, de clics, de buzz. Où les institutions censées représenter la rationalité, la science, l'éducation, le journalisme, sont systématiquement remises en question par des individus persuadés que 30 minutes sur YouTube valent plus qu'un doctorat. La technologie avance à un rythme vertigineux. L'intelligence artificielle, les biotechnologies, les communications quantiques, tout cela explose, et pourtant, nos débats publics ressemblent de plus en plus à des cours de récréation sous stéroïdes, entre clashs d'ego, attaques ad hominem et fuites en avant dans des fantasmes conspirationnistes. Il y a un décalage presque absurde entre les capacités dont on dispose et la manière dont on les utilise. La stupidité ici ne désigne pas un manque d'intelligence individuelle, mais une forme de bêtise collective. Une incohérence structurelle. On sait ce qu'il faudrait faire pour éviter une catastrophe climatique, mais on ne le fait pas. On sait comment réduire les inégalités, mais on préfère alimenter les divisions. On a les outils pour guérir des maladies,
mais on laisse les brevets ou les croyances freiner les progrès. On n'est pas ignorant, on est incohérent. Et c'est bien ça, le cœur du problème. Peut-être que dans 100 ans, on lira dans un manuel d'histoire numérique une phrase comme « Le début du XXIe siècle fut marqué par une dissonance intense entre le savoir accessible et les choix faits par les sociétés modernes. » On appelle cette époque la stupide période. Ce ne serait pas qu'un jugement. Ce serait un avertissement. Car ce qu'on vit actuellement n'est pas irréversible. Ce n'est pas une fatalité. Mais pour en sortir, il faudra un effort lucide, profond, collectif. Il faudra que cette époque serve non seulement de leçon, mais aussi de point d'inflexion. Parce que si on continue dans cette logique de fuite vers l'absurde, vers le court terme, vers la gratification immédiate et le mépris des conséquences, on risque de ne pas laisser à nos descendants le luxe d'inventer un autre nom pour la suite. Et si cette période devient célèbre pour sa stupidité, ce sera précisément parce qu'elle avait tout pour faire mieux. Le creusement du fossé entre les ultra-riches et le reste du monde est indéniable. Il est mathématique. Ce n'est plus seulement une image symbolique du 1%. On parle maintenant d'un groupe minuscule, transnational, qui possède plus que la moitié de la planète, tout en contrôlant les flux d'informations, les leviers politiques, les orientations technologiques, et même le langage avec lequel on décrit leur pouvoir. Cette richesse est désormais si concentrée qu'elle devient structurelle. Elle dicte la forme des gouvernements, oriente les politiques fiscales, définit ce qui est possible ou raisonnable, et balise étroitement le champ des réformes envisageables. Et quand ce système commence à se fissurer, quand les colères populaires, les grèves massives, les émeutes, les votes protestataires, les mouvements radicaux commencent à pointer, le réflexe des élites n'est pas de repenser le modèle. C'est de le verrouiller. D'abord symboliquement, en criminalisant la contestation, en caricaturant toute pensée dissidente comme extrémiste ou dangereuse. Ensuite légalement, en élargissant les pouvoirs de surveillance, en réduisant les libertés de rassemblement, en accélérant la répression préventive. Enfin physiquement, en militarisant la police, en emprisonnant des opposants, et dans certains cas, comme tu le dis, en faisant disparaître ceux qui deviennent trop gênants. Ce n'est pas de la science-fiction. Ce n'est même plus exceptionnel. C'est un glissement autoritaire lent mais méthodique que l'on voit déjà à l'œuvre, même dans des pays qui se disent libres. Il ne s'agit pas toujours d'un régime totalitaire visible, mais plutôt d'un autoritarisme liquide, sans uniforme, sans slogan unique, mais tout aussi capable de broyer ceux qui ne rentrent pas dans le moule. Pendant ce temps, les salaires stagnent. L'inflation monte. Les jeunes générations vivent moins bien que leurs parents. Et tout cela est justifié au nom de la compétitivité, du marché, de la stabilité. Les gouvernements ne gouvernent plus vraiment. Ils gèrent. Ils adaptent leur peuple aux exigences du capital globalisé, au lieu d'adapter l'économie aux besoins humains. Et dans ce théâtre cynique, les puissants ne se cachent même plus. Ils paradent. Ils donnent des conférences sur l'éthique tout en exploitant le travail à bas coût. Ils parlent d'écologie depuis leur jet privé. Ils achètent la presse, financent les campagnes politiques, contrôlent les plateformes numériques, et ensuite osent dire qu'ils sont les moteurs du progrès. Alors oui, la question devient, est-ce que ce système peut encore être changé de l'intérieur ? Ou est-il déjà si verrouillé que toute tentative réelle d'alternative est étouffée avant même d'émerger ? Ce pessimisme n'est pas absurde. Il est même lucide. Les mécanismes d'endoctrinement sont subtils. Ils ne passent pas uniquement par la propagande grossière, mais par la saturation mentale. Publicité omniprésente. Divertissement constant. Fatigue informationnelle. Travail aliénant. Tout est fait pour que les gens ne trouvent ni le temps, ni l'énergie, ni la lucidité pour penser en dehors des cadres imposés. Et pendant ce temps, on nous vend le mythe de la méritocratie, on nous divise par identité, par croyance, par origine, pendant que le haut de la pyramide continue à accumuler, à centraliser, à dominer. C'est une guerre silencieuse, pas entre les classes au sens ancien, mais entre ceux qui veulent habiter un monde vivable, et ceux qui ne veulent pas renoncer à leurs privilèges, même au prix de la planète, même au prix de la dignité humaine.
Le vrai point de bascule sera celui-ci: est-ce que les masses finiront par comprendre qu'elles sont beaucoup plus nombreuses que ceux qui les écrasent? Ou est-ce que la division, l'aliénation et la peur auront définitivement brisé leur capacité à s'organiser, à désobéir, à imaginer autre chose? Ce qui est tragique, c'est que les outils existent. L'histoire l'a montré. Les peuples peuvent reprendre le pouvoir. Mais le coût est immense. Et ceux d'en haut le savent. Alors ils construisent des murs, virtuels ou réels, pour gagner du temps. Pour maintenir l'illusion que tout ça est durable. Ce ne l'est pas. Rien ne l'est. Mais le système tombera seul si personne ne croit encore qu'il est possible de le remplacer. Ce n'est pas juste une prédiction anxieuse. C'est une possibilité réelle, concrète, et même attendue par une bonne partie de la communauté scientifique. Dans les 5 prochaines années, nous risquons fort de vivre une résurgence du Covid-19 sous une forme plus dangereuse, ou l'émergence d'un nouveau virus aux caractéristiques encore plus dévastatrices. Et ce qui est terrifiant, ce n'est pas seulement le virus lui-même. C'est la façon dont nous allons, ou plutôt, dont nous ne allons pas, y répondre. La pandémie de 2020 aurait dû être un signal d'alarme mondial. Une sorte de répétition générale. Une leçon historique. Mais au lieu de tirer des enseignements durables, la majorité des gouvernements ont pris une trajectoire inverse: minimisation, désengagement et désinformation systémique. Le réflexe collectif n'a pas été de renforcer les infrastructures de santé publique, de créer des réserves durables d'équipements médicaux ou d'investir dans l'éducation scientifique. Non. Le réflexe a été de faire comme si rien ne s'était passé. D'effacer la mémoire collective aussi vite que possible pour ne pas payer le prix politique de décisions impopulaires. Le problème, c'est que la biologie, elle, ne suit pas les cycles électoraux. Les virus mutent. Les zoonoses se multiplient. Les habitats naturels s'effondrent, rapprochant l'humain des réservoirs animaux. Le changement climatique accélère la propagation de pathogènes vers de nouvelles zones. Et surtout, notre système de santé mondial reste un patchwork fragile, à peine capable de tenir en temps normal, et totalement incapable de faire face à une pandémie avec un taux de mortalité significativement plus élevé que celui du Covid-19. Imagine une souche respiratoire aussi transmissible que le variant Omicron, mais avec la létalité du MERS ou d'Ebola. Ce n'est pas un film. C'est un scénario scientifique plausible. Et pourtant, que verrons-nous probablement si cela se produit? Des gouvernements hésitants, des autorités sanitaires bâillonnées, des citoyens désabusés, des chaînes d'approvisionnement qui s'effondrent dès la première vague. Les antivax et complotistes seront déjà prêts, mieux organisés que les systèmes de réponse officiels. Les réseaux sociaux amplifieront les rumeurs, pas les consignes vitales. Le chaos ne sera pas causé uniquement par le virus, mais par l'incapacité totale à organiser une réponse cohérente. Et c'est là que l'idée d'un zombie-apocalypse commence à prendre un sens plus symbolique que littéral, mais tout aussi glaçant. Le vrai virus, ce sera la méfiance. Le refus de coopération. Le chacun pour soi. Une société déjà fragmentée, sursaturée d'infox, vidée de sa capacité à réagir collectivement à une menace partagée. Les gens n'ont plus confiance. Ni dans les gouvernements. Ni dans les médias. Ni dans la science. C'est un terrain fertile pour l'effondrement sociétal. Pas besoin de morts vivants. Il suffira d'une combinaison d'inaction, de mensonges et de décisions absurdes pour provoquer des scènes de panique, de violence, de fermeture, d'abandon. Et si tu te demandes, mais pourquoi ne fait-on rien maintenant, tant qu'il est encore temps, la réponse est simple et terrifiante, parce qu'à court terme, ça ne rapporte rien. Politiquement, se préparer à une pandémie est coûteux, impopulaire et invisible. Il n'y a pas de photo de ruban coupé à côté d'un entrepôt de masques. Il n'y a pas de grande victoire à annoncer quand on investit dans la prévention. Alors on attend. On prie pour que ça n'arrive pas sous ce mandat. Et on laisse le futur s'effondrer tranquillement en arrière-plan. Alors oui, ce qui vient n'aura peut-être pas l'esthétique hollywoodienne d'un monde post-apocalyptique avec des zombies. Mais ça pourrait être pire. Ce sera un effondrement lent, fragmenté,
inégale. Avec des villes qui s'enferment sur elles-mêmes, des gouvernements qui instaurent des états d'urgence permanents, des hôpitaux qui trient les patients à la chaîne. Et des gens qui ne comprennent plus qui croire, ni comment survivre. On parle souvent de liberté sur Internet. De la possibilité de naviguer, de publier, d'interagir anonymement ou sous pseudonyme. Cette liberté a été l'un des fondements de ce que le web représentait à ses débuts. Mais une tendance inquiétante se dessine, celle de créer un Internet à deux vitesses, où l'accès à certains services, contenus ou plateformes serait conditionné à une forme d'identification officielle. Une sorte de « véritable Internet » réservé aux citoyens disposés à lier leur identité numérique à leur identité gouvernementale. Ce projet n'est pas simplement une idée en l'air. Des initiatives concrètes sont déjà en cours dans plusieurs pays. Le principe est simple en apparence. Pour accéder à certaines plateformes, forums, réseaux sociaux ou même services administratifs, il faudrait prouver qu'il en est avec un identifiant national, un passeport numérique ou un système biométrique. L'argument mis en avant est souvent celui de la sécurité. Moins d'anonymat signifierait moins de discours haineux, moins de fraude, moins de désinformation. Sur le papier, cela paraît raisonnable. Mais à quel prix ? Ce qu'on appelle aujourd'hui le vrai Internet, celui sans contrainte d'identité, serait alors relégué à une zone grise, considérée comme moins fiable, potentiellement dangereuse, voire illégitime. Une fracture numérique se formerait entre ceux qui acceptent de sacrifier leur vie privée pour rester dans l'espace officiel du web, et ceux qui préféreraient rester dans les marges, anonymes mais exclus de nombreux services. Les conséquences sociales seraient immenses. Les lanceurs d'alerte, les activistes dans les régimes autoritaires, les personnes queer ou marginalisées dans des contextes oppressifs perdraient un refuge numérique précieux. L'anonymat, loin d'être une menace systématique, est parfois un bouclier vital. Le « véritable Internet » promis ressemblerait alors à un monde de verre, où tout ce que vous faites est visible, enregistré, traçable. Et une fois qu'on accepte cette transparence imposée, difficile de faire marche arrière. Ce débat n'est pas théorique. Il concerne l'architecture même du web que nous voulons pour demain. Un Internet contrôlé, filtré et conditionné à l'identité civile pourrait résoudre certains problèmes à court terme, mais il risque d'en créer de bien plus profonds à long terme. Ce que nous risquons de perdre, c'est la liberté d'exister en ligne sans autorisation. Et ce n'est pas un luxe. C'est un droit. On ajoute constamment de nouvelles choses au lieu de s'attaquer aux vrais problèmes. C'est un peu comme rajouter de la crème sur un gâteau qui s'effondre, en espérant que ça va tenir debout. On augmente les prix au lieu de régler les pénuries ou de revoir la fiscalité, on empile des lois pour en corriger d'autres qui ne fonctionnaient déjà pas, on développe de nouvelles technologies soi-disant éco-responsables sans jamais toucher aux véritables causes du dérèglement climatique, que ces gadgets verts n'effleurent même pas. Ce réflexe de toujours rajouter au lieu de réparer est profondément enraciné dans nos sociétés modernes. Plutôt que de ralentir, d'analyser, de comprendre les dysfonctionnements, on préfère aller de l'avant à tout prix. Construire par-dessus des fondations déjà fissurées, espérant qu'avec assez de couches, de solutions temporaires et d'effets d'annonce, le tout va tenir encore un peu. Mais tout ça repose sur une illusion, que le progrès linéaire va nous sauver. Que plus, c'est forcément mieux. Prenons l'économie. Au lieu de réformer des systèmes injustes ou inefficaces, on ajuste les prix. On fait payer plus aux consommateurs au nom de l'inflation ou de la régulation des marchés, mais rarement avec une volonté réelle de résoudre les déséquilibres structurels. Les pénuries sont gérées comme des incidents temporaires, pas comme les symptômes d'une chaîne de production à bout de souffle ou d'un modèle basé sur le gaspillage et l'exploitation. On ne réforme pas la logique, on l'emballe différemment. Côté politique, c'est la même logique. Une loi crée un problème, alors on en fait une autre pour le corriger. Puis une autre pour corriger la correction. Ce n'est pas un système de justice ou de gouvernance, c'est un millefeuille législatif ingérable, où chaque nouvelle couche rend l'ensemble plus instable et plus opaque. On ne veut pas supprimer ce qui ne fonctionne pas, on veut le recouvrir jusqu'à ce qu'on ne le voit plus. Et l'écologie, là, c'est peut-être le plus flagrant.
On fabrique des voitures électriques tout en maintenant une demande de consommation absurde. On crée des emballages biodégradables au lieu de s'interroger sur l'absurdité de tout emballer. On remplace les pailles en plastique par des pailles en carton, comme si c'était la grande victoire environnementale du siècle. Mais on continue à produire, à consommer, à extraire, à détruire. On remplace, on repeint, mais on ne remet jamais en question le modèle de base. Le Green Tech devient une excuse pour ne pas changer le fond, seulement la forme. Ce mode de fonctionnement, c'est celui du court terme. Du pansement sur la jambe de bois. Ça donne l'illusion d'un effort, ça crée des chiffres à présenter, des slogans à afficher, des produits à vendre. Mais au fond, c'est juste un refus d'affronter le réel. Et le réel, c'est que parfois, il faut arrêter d'empiler. Il faut démonter, analyser, reconstruire autrement. Sinon, peu importe combien de couches de crème on ajoute, le gâteau finira toujours par s'écraser. Soudain, une pénurie mondiale d'eau éclate. Et personne ne semble vraiment prêt. Pas les gouvernements, pas les entreprises, pas les citoyens. C'est comme si on avait tous pensé que l'eau était une ressource inépuisable, une évidence dans notre quotidien, un robinet qu'on peut toujours ouvrir sans se poser de questions. Mais voilà que ce robinet commence à goutter au lieu de couler, et pour la première fois, l'idée que l'eau pourrait vraiment manquer ne relève plus de la science-fiction ou des documentaires anxiogènes. C'est là. Maintenant. Ce qui rend cette crise si brutale, c'est qu'elle arrive après des années, voire des décennies, d'alertes ignorées. Les scientifiques ont tiré la sonnette d'alarme, les écologistes ont manifesté, les pays les plus arides ont déjà vécu des épisodes dramatiques, mais dans les zones riches, on a continué à arroser les golfs, à remplir les piscines, à produire des litres de soda à partir d'eau potable, à gaspiller sans y penser. On a développé des technologies pour traiter, dessaler, filtrer, sans jamais remettre en question le rythme de notre consommation. Encore une fois, on a misé sur des solutions de surface sans s'attaquer au problème central, la rareté grandissante face à une demande démesurée. La pénurie mondiale d'eau ne ressemble pas aux autres crises. Ce n'est pas comme le pétrole, que l'on peut remplacer par des alternatives. Ce n'est pas comme l'électricité, que l'on peut produire de manière décentralisée. L'eau, on ne la fabrique pas. On la capte, on la traite, mais on dépend toujours d'un cycle naturel qu'on a profondément déséquilibré. Et maintenant que les nappes phréatiques sont vides, que les rivières s'assèchent, que les glaciers disparaissent, ce cycle est en train de se briser. Les premières conséquences sont immédiates, agriculture paralysée, pénuries alimentaires, conflits géopolitiques autour de l'accès aux fleuves et aux sources. Puis viennent les effets secondaires, migration massive, épidémies, effondrement des chaînes de production. Parce que tout repose sur l'eau. Pas seulement ce qu'on boit. Ce qu'on mange, ce qu'on porte, ce qu'on utilise tous les jours. L'eau est le fondement invisible de la civilisation moderne, et sans elle, tout vacille. Ce qui est le plus absurde, c'est que cette catastrophe n'est pas vraiment soudainement arrivée. Elle a mûri lentement, méthodiquement, à coups de déforestation, de pollution industrielle, de bétonisation, d'irrigation intensive et de modèles économiques qui valorisent la croissance au mépris de la régénération. On l'a vu venir. On a juste préféré détourner le regard. Maintenant que l'évidence est là, on commence à paniquer. À chercher des solutions d'urgence. À rationner. À interdire. À prier pour la pluie. Les orang-outans seront éteints dans les 25 prochaines années. Peut-être même avant. C'est le genre de phrase qu'on lit en diagonale, qu'on encaisse sans trop réagir, comme si c'était juste une statistique de plus dans le chaos ambiant. Mais prenons une seconde pour mesurer ce que ça signifie réellement, un animal emblématique, incroyablement intelligent, capable de fabriquer des outils, de transmettre des savoirs, de ressentir des émotions complexes, va disparaître. Définitivement. Et ce n'est pas une possibilité lointaine, c'est une échéance quasi certaine, un compte à rebours déjà enclenché. On parle ici d'une espèce qui partage environ 97% de notre ADN. Une espèce qui vit dans les forêts tropicales d'Asie du Sud-Est depuis des centaines de milliers d'années.
Une espèce qui ne demande rien d'autre que de vivre, de se balancer dans les arbres, de s'occuper de ses petits, de construire des nids pour dormir chaque nuit. Et nous sommes en train de l'effacer de la planète en quelques décennies à peine. Pourquoi? Pour l'huile de palme. Pour le bois. Pour des mines. Pour faire de la place à des cultures industrielles et à des infrastructures qui ne profitent qu'à une infime partie de l'humanité. Les forêts de Bornéo et de Sumatra sont rasées, brûlées, morcelées à une vitesse folle. Et quand les arbres tombent, les orang-outans tombent avec eux. S'ils ne meurent pas dans les incendies, ils meurent de faim. S'ils ne meurent pas de faim, ils sont capturés, vendus, maltraités ou abattus parce qu'ils s'aventurent trop près des zones agricoles. Ce n'est pas une extinction naturelle. C'est un massacre systémique. Et ce n'est pas qu'une question de biodiversité. C'est un miroir. Leur disparition est un symptôme de quelque chose de bien plus vaste, notre incapacité à cohabiter avec les autres formes de vie sans tout dominer, tout détruire, tout convertir en profit. On n'est pas simplement en train de perdre un animal charismatique. On est en train de prouver, encore une fois, qu'on est incapable de vivre sur cette planète sans en épuiser chaque recoin. Certains diront qu'il reste des refuges, des centres de réhabilitation, des programmes de conservation. C'est vrai. Des gens se battent. Ils sauvent des bébés orang-outans, replantent des arbres, éduquent les communautés locales. Mais ces efforts héroïques se heurtent à des logiques économiques globales bien plus puissantes. Tant que couper un hectare de forêt rapporte plus que de le protéger, la balance penchera toujours du mauvais côté. C'est le genre de médicament qui arrive dans un contexte de crise silencieuse, une époque où l'obésité, le diabète de type 2 et les troubles métaboliques explosent, et où les gens cherchent désespérément une solution rapide, efficace, presque miraculeuse. Ozempic, au départ prescrit pour le diabète, s'est rapidement transformé en pilule minceur miracle, une injection hebdomadaire qui fait fondre les kilos. Les célébrités l'ont promu à demi-mot, les médias l'ont érigé en phénomène culturel, et tout à coup, ce traitement est devenu une tendance plus qu'un protocole médical. Mais sous la surface, une inquiétude grandit. Parce que derrière les récits euphoriques de perte de poids rapide, il y a un silence gênant sur les effets secondaires, sur la dépendance potentielle, sur ce que cela fait au corps à long terme. Ce qui devait être une aide encadrée pour des patients souffrant de diabète devient un outil cosmétique détourné, utilisé parfois sans suivi sérieux, parfois dans un contexte d'obsession corporelle et d'insécurité. Les premiers signes sont déjà là. Problèmes gastro-intestinaux sévères. Fatigue chronique. Perte d'appétit telle qu'elle frôle parfois la dénutrition. Des témoignages affluent de personnes qui n'arrivent plus à manger normalement, qui développent une relation encore plus dysfonctionnelle à la nourriture. Et surtout, une fois le traitement arrêté, une reprise de poids brutale, parfois supérieure à la perte initiale. Parce qu'Ozempic ne traite pas la cause. Il modifie temporairement le comportement biologique, mais ne touche pas aux facteurs sociaux, psychologiques, alimentaires qui sont à la racine des déséquilibres. Et au-delà du corps, c'est le bien-être mental qui est en jeu. Ce type de traitement peut créer une forme d'addiction psychologique au contrôle du poids. Le chiffre sur la balance devient une obsession. On croit avoir trouvé le remède, mais en réalité on s'installe dans un cycle de dépendance, où la moindre variation devient une source d'anxiété. Et le jour où le médicament n'est plus accessible ou cesse d'être efficace, c'est le vertige. Le sentiment d'échec. La culpabilité. Comme si on avait triché et perdu quand même. Il faut aussi poser la question de la médecine comme industrie. Ozempic est rentable. Très. Et ce succès fulgurant montre comment le système de santé peut glisser dangereusement vers une logique de marché pur, où la santé devient un produit, où les symptômes sont plus rentables à gérer que les causes à traiter. On préfère injecter une molécule coûteuse que mettre en place des politiques de prévention, de soutien psychologique, d'éducation alimentaire. On traite des corps isolés au lieu de s'attaquer à un modèle de société qui produit du mal-être en série. Alors oui, Ozempic fonctionne. Mais à quel prix ?
Acheter un billet d'avion ne sera bientôt plus synonyme de voyage avec un minimum de confort ou d'attention humaine. Ce sera juste un droit d'exister dans un siège, pour quelques heures, dans un tube métallique lancé à 900 km/h. Pas de sourire. Pas de plateau repas. Pas de couverture. Pas même un verre d'eau. Seulement un siège attribué, et peut-être un ou deux agents de sécurité discrets, chargés de contenir les débordements. Le service à bord ne sera plus un droit implicite, mais une option payante comme une autre. Ce modèle va commencer, discrètement, dans les compagnies dites low cost. Celles qui ont déjà conditionné les passagers à tout acheter à la carte, bagages, choix de siège, embarquement prioritaire, espace pour les jambes. Désormais, même l'interaction humaine sera monétisée. Un café? Payant. Un repas chaud? Payant. Une demande d'assistance? Un supplément. Et petit à petit, ce modèle va s'infiltrer dans les compagnies dites traditionnelles. Il y aura une classe en dessous de la classe économique. Un niveau zéro du voyage aérien. Ce qui est encore plus cynique, c'est que ce virage ne sera pas annoncé comme une régression, mais comme une évolution. Une flexibilité nouvelle. Une personnalisation de l'expérience. On vendra ça comme une forme de liberté, choisir exactement ce que vous voulez, sans payer pour ce que vous n'utilisez pas. Sauf que ce qu'on perd dans ce modèle, c'est l'idée même de service public dans l'aviation commerciale. L'idée que voyager implique un minimum de dignité, même à bas prix. Ce changement ne sera pas brutal. Il sera progressif. D'abord sur les vols courts. Ensuite sur les vols transatlantiques. Puis viendra un moment où même les longs courriers proposeront ce modèle ultra dépouillé comme entrée de gamme. Et à ce moment-là, les passagers qui ne peuvent pas se permettre les options se retrouveront dans une zone grise, présent physiquement dans l'avion, mais presque invisible dans le système. Pendant des années, on nous a promis une révolution électrique. Un monde où chaque véhicule serait silencieux, propre, branché à une énergie verte et circulant dans des villes apaisées par la disparition des moteurs thermiques. Les géants de l'automobile ont inondé les salons avec des concepts futuristes, les gouvernements ont annoncé des interdictions de vente pour les moteurs essence d'ici 2035, et les consommateurs ont été encouragés à passer à l'électrique comme on passe à un abonnement de streaming. Mais aujourd'hui, la réalité commence à rattraper le récit. L'électrique pure, ce n'est pas encore viable à grande échelle. Les infrastructures de recharge restent insuffisantes, inégalement réparties, lentes. Les batteries sont coûteuses, lourdes, parfois capricieuses dans les climats extrêmes, et leur production repose sur des chaînes d'approvisionnement instables et écologiquement discutables. Le réseau électrique, dans de nombreux pays, n'est tout simplement pas prêt à supporter une adoption massive. Sans parler du prix de ces véhicules, encore hors de portée pour une majorité de la population, même avec les subventions. C'est là que les hybrides gagnent du terrain, et pas juste temporairement. Ces véhicules, qui combinent un moteur thermique avec un moteur électrique secondaire, offrent un compromis redoutablement efficace, moins de consommation, moins d'émissions, pas besoin de recharge, et surtout pas de stress lié à l'autonomie. Pour le conducteur moyen, c'est la solution idéale. Et pour les constructeurs, c'est le modèle qui permet de continuer à produire en masse sans tout révolutionner. Pas besoin de transformer totalement les usines, ni de dépendre à 100% de métaux rares ou de technologies encore instables. On assiste à un retour du bon sens industriel. Plutôt que de sauter à pieds joints dans l'électrique intégrale, on prolonge la transition avec une technologie plus souple, plus accessible. Et malgré ce que prétend le marketing des marques les plus agressives, les hybrides ne sont pas une étape transitoire. Elles sont en train de devenir le nouveau standard. Une réponse pragmatique à des promesses trop ambitieuses. L'effondrement de l'âge du bronze, c'est cet événement mystérieux et brutal qui a vu disparaître en quelques décennies des civilisations entières autour de la Méditerranée orientale. Des royaumes puissants, des cités prospères, des routes commerciales sophistiquées, balayées. Les historiens évoquent une combinaison de facteurs,
catastrophes naturelles, changements climatiques, révoltes internes, effondrement des réseaux d'approvisionnement, guerre. Mais ce qu'on retient surtout, c'est que tout s'est écroulé en même temps, comme si la complexité elle-même était devenue insoutenable. Et aujourd'hui, nous vivons dans ce que l'on pourrait appeler l'âge du silicium. Un monde construit autour de puces électroniques, de réseaux numériques, de data centers, d'intelligence artificielle, d'écrans et de câbles qui relient absolument tout. Chaque aspect de notre existence moderne est câblé à une infrastructure technologique invisible mais vitale. La nourriture, l'eau, la médecine, les transports, la monnaie, la sécurité, la gouvernance. Tout. On a troqué les temples et les amphores pour des serveurs et des applications. Et on a mis tous nos œufs dans un seul panier numérique. Mais voilà le problème, cette complexité n'est pas seulement immense, elle est aussi fragile. Les chaînes d'approvisionnement en composants électroniques reposent sur quelques régions critiques, quelques matériaux rares, quelques entreprises gigantesques. Un conflit géopolitique, une catastrophe naturelle, une pandémie, un embargo ou même une cyberattaque bien placée, et une pièce essentielle du puzzle saute. Pas de puce, pas de voiture, pas de téléphone, pas de satellite, pas de transactions bancaires. Le système ne ralentit pas. Il s'arrête. Et ce n'est pas que matériel. L'architecture même de nos sociétés est en train de devenir dépendante d'algorithmes, d'intelligence artificielle, de modèles qu'on ne comprend pas toujours. L'effondrement pourrait ne pas venir d'un cataclysme visible, mais d'un point de rupture dans la gestion invisible du système, une IA financière qui fait planter les marchés. Une faille logicielle critique. Un effondrement des réseaux sociaux entraînant des troubles sociaux réels. Une perte de confiance brutale dans les technologies qui nous gouvernent. On croit que la technologie nous rend invincibles, mais on oublie qu'elle repose sur des bases matérielles, humaines et naturelles très limitées. On croit que la croissance est infinie parce qu'elle est numérique, mais même les données ont besoin d'énergie, de métaux, d'eau, de maintenance. Et plus on empile, plus on dépend, plus le choc sera rude quand un maillon cédera. Techno-féodalisme. Bezos, Musk, les frères Wilks, les Dunn, ces noms reviennent comme les futurs seigneurs d'un monde en ruine. Des hommes d'affaires devenus demi-dieux dans un système qui a cessé de répondre aux logiques démocratiques et qui, lentement mais sûrement, s'oriente vers un modèle féodal version 21e siècle, numérisé, privatisé, algorithmique. L'idée peut sembler extrême. Mais si on observe bien les tendances, ce scénario ne relève pas tant de la science-fiction que d'une extrapolation très plausible du présent. La richesse est de plus en plus concentrée dans les mains d'un nombre ridiculement petit d'individus. Ces ultra-riches ne se contentent plus d'amasser de l'argent. Ils construisent des empires autonomes, des infrastructures parallèles, des bunkers, des villes privées, des plateformes qui remplacent peu à peu les institutions publiques. Et surtout, ils investissent dans l'idéologie du remplacement, remplacer le gouvernement par des protocoles, remplacer la démocratie par la gestion privée, remplacer les citoyens par des utilisateurs. Le techno-féodalisme, c'est ce moment où l'État cesse d'être la structure de régulation centrale et devient un pantin vidé de son pouvoir. Où les structures publiques sont délibérément affaiblies, vidées de leurs ressources, raillées comme inefficaces. Pendant que les grandes fortunes récupèrent des territoires, achètent des forces de sécurité privées, contrôlent l'accès à l'énergie, à la santé, à l'information. Ce n'est pas une guerre frontale, c'est une lente absorption. Prenons le cas des Wilks, milliardaires texans qui rachètent des dizaines de milliers d'hectares. Musk, qui veut non seulement coloniser Mars mais façonner les lois de la circulation ici-bas à travers ses tunnels, ses satellites, ses voitures. Bezos, qui possède non seulement une plateforme qui alimente la moitié du commerce mondial, mais aussi un écosystème logistique plus efficace que celui de certains États. Ils ne veulent pas seulement diriger des entreprises. Ils veulent façonner des mondes. Et surtout, ils veulent se soustraire à tout contre-pouvoir. Quand l'économie est volontairement détériorée, inflation entretenue, salaires stagnants, services publics démantelés, c'est tout le tissu social qui se déchire. Et dans ce vide, ceux qui ont les moyens créent leurs propres règles.
Ils achètent des poches de territoire, des infrastructures critiques. Ils forment une nouvelle aristocratie, avec leurs propres lois, leurs propres armées, leurs propres fiefs numériques. Et que reste-t-il du peuple dans ce monde? Des travailleurs qui deviennent des vassaux. Payés à la tâche, surveillés par des algorithmes, hébergés dans des logements appartenant à la même entreprise qui les emploie. Louant tout. Possédant rien. Priant pour des tokens de sécurité, de soins, d'éducation, tous délivrés par la bonne volonté d'un seigneur en hoodie. Le rêve américain devient une dystopie de science-fiction où le gouvernement n'est pas renversé par la force, mais par l'oubli. Par l'indifférence. Par la séduction douce d'un monde plus efficace, plus connecté, plus personnalisé, mais entièrement contrôlé. Ce n'est pas un coup d'État. C'est une mutation. Et le plus dangereux, c'est qu'elle avance sans résistance, parce qu'elle est déguisée en progrès. La Chine envahira Taïwan d'ici 10 ans. Et quand ce moment viendra, la Corée du Nord en profitera pour lancer une offensive contre la Corée du Sud. Ce scénario, souvent évoqué dans les cercles géopolitiques comme une hypothèse lointaine ou théorique, commence à ressembler de plus en plus à une sorte d'engrenage inévitable. Une séquence stratégique qui s'écrira peut-être non pas en une guerre mondiale éclair, mais en une série de ruptures régionales, coordonnées ou simplement opportunistes, qui redessineront durablement l'ordre mondial. La Chine ne cache plus ses intentions à l'égard de Taïwan. Elle parle de « réunification », mais le ton a changé. Ce n'est plus une option historique, c'est une nécessité stratégique. Le développement militaire chinois, la rhétorique du parti, les exercices autour de l'île, les cyberattaques constantes, les campagnes de désinformation, tout pointe vers une préparation méthodique. La ligne officielle reste que Pékin préférerait une réunification pacifique, mais la définition de « pacifique » se rétrécit d'année en année. Ce qui était autrefois impensable, une invasion militaire ouverte, devient lentement imaginable. Et c'est là que le timing entre en jeu. Si la Chine se lance, elle le fera en pariant sur une fenêtre stratégique. Pas n'importe quand. Elle attendra un moment de distraction globale, de faiblesse américaine, de confusion occidentale. Et c'est précisément ce que la Corée du Nord observera aussi. Pyongyang vit dans l'ombre d'un possible effondrement ou d'une explosion. Mais en cas de conflit majeur en Asie orientale, ce régime ultramilitarisé, isolé, irrationnel dans ses apparences mais froidement rationnel dans ses choix de survie, pourrait saisir sa chance. Pour lui, ce serait le moment parfait pour rompre l'équilibre gelé du 38e parallèle. Imagine la scène, les forces américaines mobilisées massivement pour défendre Taïwan, les alliés asiatiques en panique, les chaînes logistiques globales en ruine. La Corée du Nord n'aurait pas besoin d'un feu vert officiel de Pékin. Juste du silence. Juste de savoir que le monde regarde ailleurs. Et même si Pyongyang ne réussissait pas à envahir toute la Corée du Sud, une attaque ciblée, un coup de force sur Séoul, un chaos économique suffirait à plonger la région dans une crise majeure. Ce n'est pas un scénario de cinéma. Ce sont des trajectoires qui se croisent. Un pouvoir chinois de plus en plus agressif et sûr de lui. Un régime nord-coréen prêt à tout pour ne pas mourir lentement. Et des démocraties fragilisées, divisées, dépendantes d'un statu quo qui s'effrite. Le plus glaçant dans tout ça, c'est que l'ordre mondial actuel repose encore sur des accords tacites, des présomptions de dissuasion mutuelle, des doctrines de retenue. Mais ces principes ont été érodés. L'invasion de l'Ukraine a montré que les frontières pouvaient encore être franchies par la force. Et la réaction du reste du monde, bien que massive en sanctions, a aussi révélé les limites de la volonté collective. Si la Chine décide de bouger, elle ne le fera pas seule. Pas parce qu'elle a besoin d'alliés, mais parce que l'instabilité est contagieuse. Elle crée des ouvertures. Elle fait tomber les masques. Et ce jour-là, le monde découvrira que la paix n'était pas un acquis, mais une pause. Une parenthèse que certains régimes attendent de refermer depuis longtemps. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire.
On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.